Bonjour à tous et bienvenue sur FD Media. Podcast Fatih est de retour. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode de notre série Lire, ça change tout, une initiative du projet Ressources éducatives financée par l'AFD et mise en œuvre par l'Institut français et l'UNESCO. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dr Salimata Sène, professeur de mathématiques, docteur en sciences de l'éducation et agent au PROME, projet du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement. Dr Salimata Sène, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bonjour Fatih, merci pour l'invitation et l'accueil. Vous l'avez dit, je suis Madame Bodj, Salimata Sène. Je suis enseignante de formation et j'ai enseigné pendant longtemps au collège. Et aujourd'hui, je suis docteur en sciences de l'éducation, option technologie éducative. Ok. Mon cursus, c'est entre la formation et l'éducation. Parce que nous avons travaillé sur l'utilisation des technologies dans les enseignements-apprentissages. Globalement, c'est ça vraiment mon thème dans lequel j'ai baigné jusque-là. Machallah. Vous avez toujours été au cœur du numérique. Alors, vous êtes agent au PROME. Parlez-nous du PROME. Pourquoi il a été mis en place et quand? Oui, le PROME, je l'ai appelé solution. Pourquoi? Le PROME est créé en 2020 par arrêté 009-792. C'était lors de la pandémie. Du 13 mai 2020. Okay. C'est lors de la pandémie, mais le PROME est né un peu plus tard parce que en 2019, la pandémie c'était en 2019. Donc ça a démarré avec le projet Apprendre à l'école. Lors de cette pandémie, le ministère a mis en place en urgence une initiative appelée Apprendre à la maison. Apprendre à la maison. Et cette initiative consistait à produire beaucoup de ressources pédagogiques créées par des enseignants sénégalais, validées par les inspecteurs, mais à travers l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, et les enseignants en général. Donc, nous avons produit beaucoup de contenu mis en ligne et un dispositif a été créé permettant aux élèves, surtout des classes d'examen, d'accéder à des ressources pour pouvoir terminer l'année scolaire en beauté. Et malgré la situation de la pandémie. Okay. Et c'est une petite parenthèse, cette année, les résultats du bac ont été meilleurs que 2 ou 3 ans précédents. Donc ça veut dire que le ministère s'est attelé et qu'on a eu des résultats par rapport à l'initiative qui a été créée. Mais le PROME vient maintenant renforcer Apprendre à l'école. Apprendre à l'école. Oui, vient renforcer en apportant une touche spéciale, c'est l'institutionnalisation de la structure. Parce qu'apprendre à la maison, était créé au pif. Parce que la pandémie était là, il fallait trouver une solution dans les plus brefs délais. Voilà, absolument. Mais le PROME, le projet du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement, est créé en 2020, comme je l'ai dit, mais il est lancé le 7 mai 2021. Donc, c'était pas vraiment connu, mais on a travaillé dans l'ombre. Et son objectif général, c'est de mettre en place un dispositif numérique, télévisuel, radiophonique et sur papier. Donc, le PROME a mis un dispositif qui prend en compte tous ces moyens pour pouvoir
à travers le Sénégal, parce que ça ne s'arrête pas seulement dans la capitale, à travers le Sénégal, les élèves puissent accéder soit par le papier, soit par la télévision. On avait Canal Éducation. Oui, Canal Éducation. Soit, il y a d'autres télévisions même qui produisent. À travers aussi les audios. Oui. On avait fait des enregistrements avec des enseignants à la DE et à la DMCG, les départements pédagogiques du ministère de l'Éducation. Donc, se sont attelés à faire des audios, à faire des enregistrements qui permettraient aux élèves d'écouter, s'ils ne sont pas dans des milieux où il y a la télévision, d'écouter la radio. D'utiliser des imprimés pour le papier ou en tout cas regarder la télévision. Donc c'était ça l'objectif général, c'est apporter une solution, je l'appelle une solution, au problème d'accès aux ressources éducatives. Machallah. En général. Voilà, ce sont des solutions innovantes. Alors, c'est ça. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans ce domaine et qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre mission? La question la plus difficile est là maintenant. Alors, moi, ma passion est née en 97. 97. Oui, c'est une fibre scientifique. Parce que vous êtes professeur de mathématiques. Je suis professeur de mathématiques. Oui. Et puisque mes cours, je les faisais toute la semaine le matin. Les après-midi, j'ai tenté de m'inscrire pour faire l'informatique pure et dure. De l'informatique. J'ai fait l'informatique pure et dure. J'avais commencé par les cartes perforées, ensuite les disquettes à 5 pouces, les disquettes à 3 pouces jusqu'aux clés USB. Donc j'ai fait une formation. Parce que ma passion, c'est de pouvoir traduire mes pratiques en utilisant d'autres moyens. Peut-être on entrera là-dedans plus tard, mais sur le plan pédagogique, il y a des choses qu'on peut faire avec l'outil informatique qu'on ne peut pas faire dans le réel. La perspective cavalière, c'est tout un chapitre en classe de 6e que les enseignants ratent ou sautent. Généralement, beaucoup d'enseignants ne font pas ces cours parce qu'on a besoin de matériel pour le faire. Pour le faire, oui. Moi, avant de faire l'informatique, j'utilisais des patrons. En 6e, j'achetais tout le matériel, ciseaux, règles et tout, papier, carton, pour faire des patrons. Mais avec les technologies, avec l'ordinateur, l'ordinateur te montre toutes les facettes des polygones, te montre tous les angles. Donc ma passion est née de ça. Quand je vois les choses, comment ça tourne, et comment je peux voir des choses que je ne vois pas à l'œil nu. À l'œil nu, oui. J'ai dit que voilà l'affaire. Ça peut aider. Très intéressant. Avec maintenant tout ce que ça peut engendrer. Oui. Voilà. Donc notre épisode, merci beaucoup pour cette réponse. Notre épisode explore comment la lecture peut évoluer à l'ère du numérique, surtout pour les générations futures. Selon vous, pourquoi est-il crucial d'intégrer les outils numériques dans les pratiques de lecture, notamment en Afrique? Merci. Ça, c'est le thème, mais c'est le nœud de la guerre parce que la lecture, quand on en parle, on pense série littéraire. La lecture, oui. Dès qu'on parle de lecture, on pense série littéraire. Mais la lecture est transversale. Oui. C'est l'épine dorsale des apprentissages et enseignements. Parce qu'on ne peut pas comprendre les mathématiques tant qu'on ne sait pas lire. Ouais. Toutes les disciplines de sciences, si on n'est pas un bon littéraire, on ne les réussit pas. Si on n'est pas en mesure de comprendre. C'est ça. Oui. Lire, c'est s'approprier du texte. Absolument. C'est prendre connaissance d'un contenu. Maintenant, Larousse dit que c'est prendre connaissance d'un texte ou d'un récit. Mais ça va plus loin aujourd'hui avec le numérique. Lire, c'est prendre connaissance d'un contenu. Parce qu'on ne lit pas que le livre maintenant. On ne lit pas que du texte. On lit des images. Oui. On lit des objets. Donc, lire à l'ère du numérique,
c'est un océan. C'est un océan et ça concerne tout le monde. C'est vrai que nous allons parler du cadre de l'éducation, on parlera du cadre de l'école, mais la lecture est le fondement de l'apprentissage et de l'enseignement. De l'enseignement. Voilà, et puis autre chose aussi, les livres numériques et les livres audio sont de plus en plus accessibles. Quels sont selon vous les avantages spécifiques de ces formats pour les enfants? Parce qu'il faut le dire, ils ont des avantages spécifiques pour les tout petits. Oui, les avantages des formats sont des avantages, je dirais, participatifs, inclusifs et immersifs. Parce que je commencerai par l'inclusion. Oui. Nos enfants qui sont en situation de handicap ont aujourd'hui plus de chances et beaucoup plus de matériaux à leur disposition pour lire. Pour lire, absolument. Les audios, les brailles. Il y a des ordinateurs braille. La méthode braille, oui. Méthode braille. Il y a les liseuses. Oui. Il y a les audios et tout. Et même les outils technologiques accompagnent le numérique. Oui. Donc, on peut utiliser des appareils pour mieux entendre. Oui. On peut utiliser les zooms et autres pour mieux voir pour les malvoyants. Donc, il y a des avantages inclusifs, mais aussi des avantages en termes de lecture, en termes de technique de lecture. Alors, il y a les correcteurs automatiques. Oui. Il y a les dictionnaires. Il y a la possibilité de surligner, la possibilité de capter des parties de lecture. Donc, la lecture à l'ère du numérique nous donne des opportunités. Et je suis convaincue que les élèves aiment ça aujourd'hui. D'ailleurs, les recherches disent que la lecture avec le livre est moins courante aujourd'hui que la lecture numérique. Donc ça, c'est une preuve. Je ne vais pas jusqu'à donner des chiffres parce que je n'en suis pas encore là. Mais je sais que aujourd'hui, des recherches prouvent que les enfants lisent plus avec les écrans qu'avec le livre. Ça, c'est vrai. Et puis, restons avec les livres numériques et les livres audio. Comment les parents et les enseignants, quand même, peuvent intégrer ces livres-là, que ce soit audio ou numérique, dans le quotidien des enfants de manière efficace? Parce que les parents et les enseignants ont un rôle à jouer. Ça, c'est une excellente question. Et c'est ça, ma question. Aujourd'hui, toutes mes recherches tournent autour de ça. Vous savez, on a un problème d'accès. Oui, quand même. Les parents comme nous, qui savent lire, organiser la lecture, mettre les enfants en place, leur donner les conditions pour lire, ne sont pas nombreux. Nous dirons qu'au moins plus de 50% de la population, en tout cas des parents, ne peuvent pas gérer la lecture des enfants. Surtout quand il s'agit de lecture numérique. De lecture numérique. Il faut d'abord qu'ils aient les possibilités d'accéder aux outils qui sont les relais entre l'individu et les contenus qui sont disposés dans des bases de données, sur des applications, dans des sites qui sont à distance. Ça, c'est une chose. Les contenus peuvent être sur des tablettes et autres. Mais les parents, est-ce qu'ils ont la maîtrise de l'utilisation des outils? Ne serait-ce que le smartphone. Certains parents ne peuvent dire qu'allô, répondre et raccrocher. Même s'ils sont instruits. Même s'ils sont instruits. Même les parents instruits n'utilisent pas le dixième de ce que offrent les smartphones. Donc, les parents peuvent accompagner et doivent accompagner. Mais il y a une politique. Vraiment, derrière tout ça, c'est l'État qui doit sensibiliser d'abord. Parce que même si le parent n'est pas apte, il a des enfants, des neveux ou des voisins qui peuvent accompagner leurs enfants.
mais il faut qu'ils acceptent d'abord le numérique. Oui. Le gros problème, c'est là. Oui. Il y en a qui sont très réfractaires. Oui. Ils interdisent même l'utilisation aux enfants. Et ça, c'est un problème. Ils sont tous réfractaires parce qu'ils ne savent pas. C'est ça que je dis. Il faut une campagne de sensibilisation. La campagne est périodique, mais je pense que informer au jour le jour, faire des spots et autres pour sensibiliser à l'utilisation de cet outil-là. Oui. Et comment l'utiliser? Comment l'utiliser? Oui. Quand on dit interdit à l'école, moi ça me fait tiquer. On ne peut pas l'interdire à l'école. On peut l'interdire à l'examen peut-être. Et ça c'est encore à des conditions. Mais à l'école, on doit pouvoir utiliser les outils. Parce que je vous dis que l'introduction de l'ordinateur à l'école, c'est depuis 1998. Avec le projet World Links for Development. Oui. Et vous avez travaillé sur ce projet. Voilà. Les agents qui ont travaillé sur ça sont là. Donc, ils peuvent témoigner. Les écoles utilisent les ordinateurs et en sont très, très satisfaits. Mais le problème, c'est le manque. Oui. La quantité insuffisante de matériel, c'est l'accès avec Internet. C'est payant. Les établissements ont des difficultés. C'est l'accès aux ressources numériques qui sont en ligne, qu'on peut télécharger, garder dans notre serveur, mais sont en ligne. Quel est le dispositif qui est mis en place pour amener ces contenus et les mettre à la disposition de nos jeunes élèves, des parents et des élèves? C'est ça le rôle de Promet dans cet engrenage-là. Voilà. Et puis, parlons des récits oraux, qui occupe une place très, très, très importante dans de nombreuses cultures africaines. Comment les outils numériques peuvent-ils préserver et valoriser cette tradition tout en encourageant la lecture? Oui. En fait, aujourd'hui, l'entrée par les compétences, on ne parle plus d'entrée par objectif, même si c'est dedans. L'entrée par les compétences met l'élève au cœur de l'apprentissage. Donc, la lecture en groupe d'abord et en communauté, ça relève de beaucoup de choses. Ce sont les valeurs, c'est la culture, c'est des associations de valeurs qui sont dans nos communautés, mais aussi à l'extérieur. On peut lire, par exemple, le soir, à la maison. À la maison, oui. Je distribue des livres à mes enfants. Vous lisez ce livre, vous l'autre. Mais demain, on va travailler avec le livre de Fatou. Elle nous dira ce qu'elle a compris de ce livre. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter et quelle lecture avons-nous de ce qu'elle a lu? Donc, on peut travailler en communauté dans la famille d'abord. Mais en classe, aujourd'hui, la tendance, c'est de travailler en petits groupes dans la classe. Laisser l'élève aller vers l'information et se construire des connaissances. L'élève doit construire ses connaissances avec l'assistance du guide qui est l'enseignant. Donc, la construction du savoir se fait en groupe, des petits groupes qui permettent aux élèves d'échanger entre eux, et ça fait ressortir beaucoup de valeurs. La patience, des valeurs culturelles, la tolérance. Donc, ce travail de groupe-là permet à l'enseignant de mettre en valeur d'autres valeurs culturelles ou en tout cas sociales qui permettent aux élèves d'acquérir d'autres compétences qui ne sont que l'apprentissage et la mémorisation. Donc, je pense que la lecture peut apporter beaucoup, surtout numérique, parce que la lecture à l'ère du numérique permet d'utiliser beaucoup de moyens. Le même livre que vous utilisez, si on n'en a pas beaucoup, moi je peux télécharger ça sur mon téléphone. Absolument. L'autre va télécharger sur son smartphone, l'autre sur son ordinateur. Et l'accès sera plus facile et plus élargi.
Donc, le numérique offre des possibilités qui nous permettent de socialiser les élèves et de mieux gérer nos classes. Beaucoup d'avantages et la société en a besoin. Beaucoup Vraiment, merci beaucoup pour cette réponse, Madame Salimata. Et puis, parlons un peu quand même du PROME, qui est une initiative majeure pour quand même démocratiser l'accès à l'éducation. Les projets innovants, les projets innovants qui facilitent l'accès à la lecture du PROME. C'est quoi? On en a. Le PROME, en partenariat avec des partenaires de l'école. Je me répète, mais c'est pas grave. Comme l'UNESCO, avec le projet Imagine École, l'UNESCO a mis à la disposition de l'école sénégalaise des ressources immenses que nous pouvons utiliser. L'innovation dans ça, c'est que ce sont les enseignants eux-mêmes qui construisent, qui contextualisent et qui valident ces ressources-là. Et pour chaque niveau, ou en tout cas chaque discipline, nous avons des équipes composées d'inspecteurs, d'enseignants, d'administrateurs qui aident à valoriser en tout cas le contenu, que ce soit la lecture ou autre. Mais sur le plan de la lecture, nous avons des cahiers numériques, des livres numériques, des bibliothèques numériques qui sont beaucoup appuyées par l'UNESCO et que PROME capitalise. Nous avons mis en place beaucoup de projets, mais là, plus sur les disciplines. Sur les disciplines. Mais c'est disciplinaire, nous avons la lecture dedans, mais ce n'est pas focalisé sur la lecture. Mais nous disposons de ressources pour la lecture, de ressources en mathématiques, en sciences et autres. Alors, l'autre chose, c'est que les plateformes éducatives, PROME les met en valeur. Nous avons créé le portail PROME du ministère de l'Éducation. Il y a aussi le site web du ministère de l'Éducation. Nous avons les plateformes comme Apprendre, .education.sn, qui est une plateforme où on peut retrouver beaucoup de ressources du ministère de l'Éducation, qui ne sont pas seulement des ressources du PROME, mais des ressources comme l'ADE, Direction de l'enseignement élémentaire, avec les projets de lecture pour tous. Là-bas, ils ont beaucoup travaillé sur lecture pour tous. Il y a beaucoup de contenu sur la lecture qui peuvent être téléchargés sur la plateforme et mis à disposition de tout le monde, parents, enseignants et élèves, qui ont accès à Internet. La difficulté là-bas, c'est qu'il faut avoir accès à l'Internet. Mais l'autre chose qu'on peut faire, c'est de télécharger, embarquer les ressources sur des tablettes. Et on l'a fait depuis presque 2 ans, 3 ans. On a eu des tablettes, beaucoup de tablettes, sur lesquelles on a embarqué les ressources localisées, des ressources identifiées qui sont utiles au système. Et ces tablettes-là sont distribuées dans les académies du Sénégal pour permettre aux zones défavorisées d'avoir accès sans Internet. Ça, le PROME l'a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue sur cette lancée. Aujourd'hui, nous faisons des formations. On l'a appelé vacances numériques. Vacances numériques. PROME. Et aujourd'hui même, il y a une formation au bureau. Nous formons les enseignants, puisqu'ils sont en vacances, à l'utilisation de ces outils. À l'utilisation des bases de données. À l'utilisation des ressources en ligne. Et spécialement la lecture, parce que je vous l'ai dit, la lecture est transversale. La lecture, elle est transversale. Utile à tout. Voilà, et puis vous avez évoqué quand même des bases de données solides et accessibles. Et puis parlons de l'accès mobile, qui est un levier aussi puissant pour toucher un large public. Comment les solutions mobiles peuvent-elles rendre la lecture plus accessible, même dans les zones où l'accès à Internet est limité? Oui. Alors, avec les solutions mobiles, l'accès est plus facile. Parce que le téléphone est
moins coûteux Oui. que toutes les technologies, en tout cas, qui nous permettent d'apprendre. Le téléphone est... Un petit smartphone peut vous permettre... Très utile. De télécharger un livre et de le lire. Oui. Donc, l'accès mobile est aujourd'hui... C'est une véritable bibliothèque aussi. C'est une bibliothèque. Oui. C'est une bibliothèque. On peut avoir beaucoup de données dans le téléphone. Ça peut permettre de sélectionner la lecture. Oui. Et aujourd'hui, nous avons la version mobile de la plateforme, ou en tout cas, du portail Promet. Oui. On a une version mobile. Parce que nous pensons que la version mobile est plus rapide, plus accessible, moins coûteuse autant pour moi, et plus aimée par les jeunes. Oui. Un jeune, il est plus compliqué pour un jeune d'être devant un ordinateur que d'avoir son téléphone portable. Il va dans son coin, tout de suite il commence à lire. Oui. Il va à l'école, s'il ne veut pas jouer avec ses pairs, il se met dans un coin, il lit. La lecture est plus accessible. Oui. Mais, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? On peut lire pour lire. Oui. Mais on peut lire pour quelque chose. Oui. Parce que la lecture numérique, ça, ce n'est plus un avantage, mais peut-être une difficulté. Oui. Ça diminue la concentration. Quand on lit avec les livres, on a l'immersion dans le livre. Oui. On sent... C'est une connexion directe. Et on a l'impression que nous vivons ce qu'il y a là-dedans. Mais les moments de perte dans la lecture avec le numérique, c'est le défilement. Oui. On dépasse ou on n'arrive pas. Ça diminue la concentration dans la lecture. Absolument. Avec le mobile, la lecture est plus accessible, mais la concentration est moins forte. Mais si vous deviez imaginer l'avenir de la lecture, Madame Salimata, à l'ère du numérique en Afrique, à quoi ressemblerait-il? Et puis, quels sont les défis à relever et les opportunités à saisir? D'abord, on imagine ce monde-là. On imagine, nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère de l'information et de la technologie. La lecture, c'est pêle-mêle aujourd'hui. On en a parlé avant d'entrer. Quand on parle de lecture et de smartphone ou de tablette, on lit tout. Oui. La lecture n'est pas orientée. Et ce que je disais aux enseignants en termes de formation, quand vous allez tenir le smartphone, écrivez votre objectif. Qu'est-ce que vous allez chercher? Je vais lire. C'est quel livre que je vais lire? Ce livre-là, je veux en lire combien de pages? Et je veux mettre combien de temps? Ça nous permet de nous focaliser sur l'essentiel et de ne pas aller sur autre chose. Mais la difficulté de la lecture à l'ère du numérique et qui va nous suivre, c'est la dispersion d'abord. Mais nous pouvons envisager de canaliser, d'orienter cette utilisation et ces lectures. En quoi faisant? On crée des projets. Moi, j'ai travaillé sur des projets comme ça, pas seulement dans mon établissement, je le faisais dans mon établissement, mais je l'ai fait à l'international. Je n'entrerai pas dans ce cadre-là parce que c'est tellement large, mais on crée des projets où on dit que tel jour, on va lire le Mariamaba, une si longue lettre. Ce livre-là, on demande à chaque élève d'aller voir le livre, telle page à telle page, de lire, de faire une synthèse. Parce que les technologies aussi nous permettent de faire des synthèses, nous permettent de faire des résumés, nous permettent de consolider notre compréhension. À l'avenir, intégrer des dispositifs qui nous permettent de lire, soit d'inverser les classes inversées avec les technologies. Les technologies, oui. On prépare la lecture à la maison en utilisant toutes les technologies possibles. Oui. Et après, en classe, on partage.
On partage. Les élèves gagnent des compétences techniques, des compétences personnelles, mais des compétences en termes d'habilité professionnelle. Je les appelle professionnelles, mais en milieu éducatif, c'est pédagogique. Les classes inversées, c'est une des méthodes, ou en tout cas des modalités d'apprentissage qu'on peut utiliser dans des classes. Mais c'est plus encore intéressant avec la lecture. Avec la lecture. Oui. Voilà. Faire de sorte que dans nos établissements scolaires, que les modalités d'enseignement-apprentissage soient calées à l'ère du numérique. Quel conseil donneriez-vous aux parents et aux éducateurs qui souhaitent ou bien qui voudraient intégrer ces outils numériques dans la pratique de la lecture tout en préservant le plaisir de lire? C'est ça. Là c'est au-delà des parents et des enseignants. C'est vrai. Il faut sensibiliser. Il faut avoir accès à l'outil. Mais le plus important, c'est que le parent s'organise avec l'école. Le parent doit s'organiser avec l'école. En partenariat avec l'école. Comment ça? Il faut connaître les œuvres au programme. Pour que l'élève soit intéressé, il faut que ce soit motivé. Si c'est une œuvre au programme, l'élève sera pressé de lire. Demandez à l'enseignant quels sont les chapitres à lire. Comment veut-il que les élèves restituent? C'est important. En fait, nous cherchons des répétiteurs, mais ce n'est pas la peine. Le parent doit travailler avec l'enseignant pour pouvoir orienter son enfant, accompagner l'apprentissage de l'enfant. Donc, ça, si je vous comprends bien, ça peut simplifier. Oui, ça peut simplifier et ça peut aider l'enseignant. Parce que si l'enfant est préparé à la maison, dès que vous arrivez en classe, l'enseignant le sent. L'enseignant sent à travers les réactions de l'enfant, les réponses de l'enfant, si l'enfant est préparé ou non. C'est pourquoi la fusion entre les parents et les enseignants est importante pour que les élèves soient bien soutenus et pour que les élèves suivent mieux les apprentissages. Mais cette politique-là doit être instaurée. Le ministère a initié la stratégie nationale pour l'utilisation des technologies et des ressources numériques. Je l'ai dit comme ça, mais il y a une stratégie qui était en train d'être élaborée. Au départ, j'étais là-dedans, je ne sais pas là où ils en sont. Mais cette stratégie-là doit être mise en place pour que, en cohérence, tous les enseignants comprennent que utiliser le numérique, ce n'est pas un travail supplémentaire, mais c'est quelque chose qui va les aider à mieux faire leur travail et à inclure les parents dans les enseignements apprentissages. Une très belle démarche. Merci beaucoup, Madame Salimata, pour cet échange inspirant et engageant. Vous nous avez montré quand même que le numérique peut être un formidable allié pour la lecture. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Fatih. J'ai jamais voulu être devant les écrans. Jamais. Mais quand qu'il a fallu faire quelque chose sur le numérique et la lecture, je ne dormais plus. Je ne dormais plus. J'étais tout le temps, soit l'ordinateur, soit la tablette, soit le téléphone. Je dormais avec. Parce que nous voulons que le message arrive. Moi, je porte la voix de tout le monde, du système éducatif. Absolument. Parce que je sais que le ministère est engagé à faire du numérique un backbone pour que les apprentissages et les enseignements marchent mieux et que les performances des élèves soient améliorées. Mais il faut des plateaux pour en parler. Absolument. Il faut des espaces d'échange et de partage sur ce phénomène pour que tous les acteurs adhèrent. Oui, absolument. Même certains enseignants sont réticents, mais c'est parce que beaucoup de choses sont ignorées ou en tout cas sont négligées. En tout cas, c'est un gros plaisir pour moi d'être là et de pouvoir parler
au nom de l'école sénégalaise, au nom de tous les enseignants. Absolument. Oui. Alors, en tout cas, vous avez parfaitement raison. Il faut parler, il faut sensibiliser, il faut partager, il faut encore parler puisqu'on a besoin du numérique dans l'enseignement, surtout quand on parle de lecture. Merci beaucoup, Madame Salimata Sen, qui a été notre invitée pour cet épisode. Lire, ça change tout. Lire à l'ère du numérique. Et puis, ça a été un plaisir. Mention spéciale également à ceux qui nous suivent sur FD Média, mais mention spéciale à Ressources éducatives pour l'initiative de cette série de podcasts. Lire, ça change tout. Une initiative, comme je l'ai dit, financée par l'AFD et mise en œuvre conjointement par l'UNESCO et l'Institut français. À très vite pour un nouvel épisode et merci encore de votre fidélité. Au revoir.